un moment pour moi émouvant. C'est la deuxième fois que je prends la parole sous les voûtes de ce temple pour défendre, pas défendre des idées, pour témoigner. Témoigner de ce que j'ai vécu, comme il a été dit tout à l'heure. Mais ce témoignage, il prend un sens tout particulier aujourd'hui. On rend hommage à Jean Zay. Et je me suis posé deux questions. À travers l'ouvrage d'Olivier Loub, il y a deux phrases qui m'ont titillé. L'école est une œuvre de justice et un instrument de progrès social. Cette phrase résonne. Elle résonne pour moi parce que qu'est-ce que j'ai vécu en tant que chef d'établissement? Certainement pas ça. Certainement pas ça. Et j'ai essayé de comprendre. J'ai essayé de comprendre pourquoi cet outil magnifique. On a rappelé tout à l'heure que j'étais instituteur. Je suis un de ces derniers produits des écoles normales. Un de ces derniers produits de gens qui ont été nourris par cette idée que l'école est effectivement, doit et devra être cet outil de progrès social. Et pourtant, quand je suis principal dans ce centre-ville de Marseille, hyper paupérisé, je me dis, mais c'est pas possible. Quelle régression! Quelle régression par rapport à cet univers. J'ai fait un peu d'histoire. Il est de bon ton de rappeler le parallèle entre la fin des années 30 et aujourd'hui. Effectivement, ce parallèle, il est lourd. Il est lourd d'abord, il faut oser le dire, la montée de l'extrême droite avec son corollaire, le racisme, et puis l'antisémitisme. Si je milite à la LICRA, ce n'est pas un hasard. C'est qu'à un moment, c'est totalement insupportable pour moi de voir que l'antisémitisme s'est banalisé dans nos classes. Et puis, la troisième chose, peut-être un état de guerre imminent, mais d'une drôle de guerre. Celle d'une guerre qui n'est pas celle d'un ennemi européen, mais qui est la guerre d'idées. La guerre que dans certains territoires, qu'il est commun d'appeler depuis 2002 les territoires perdus de la République, il y a des gens qui travaillent. Que les valeurs de la République sont attaquées de manière, j'allais dire, au service de quelque chose. Elles ne sont pas attaquées parce que ce sont les valeurs de la République. Elles se sont attaquées parce qu'elles dérangent un ordre moral qu'on essaye d'établir. Et parler de ça, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on est très très vite taxé d'islamophobe. Parce qu'on a une mauvaise connaissance de ce qui se passe. De là où je me suis toujours posé la question, pourquoi en est-on arrivé là? Pourquoi en est-on arrivé là? Déjà, je dirais, c'est quand même une vraie question. 81, les difficultés du système éducatif conduisent la gauche à faire un acte totalement contraire aux principes de la République. C'est-à-dire briser l'unicité de l'éducation en disant qu'il faut créer des zones d'éducation prioritaires. Le pragmatisme est passé par-delà l'idéologie. Créer ces zones d'éducation prioritaire, c'était déjà l'aveu de cet échec. Et pendant un premier temps, et moi je l'ai vécu, j'étais instit à l'époque, ces zones d'éducation prioritaire, quel était leur combat? Leur combat était l'échec scolaire, et que l'échec scolaire. Et pourtant, malgré des moyens, malgré de la bonne volonté, parce que je crois que on n'en a pas trop parlé jusqu'à présent, un ministre a beau faire ou ne pas faire des lois, gérées par circulaire, il ne fait sens que parce que des enseignants sont sur le terrain. Je ne reprendrai pas le mot des hussards, mais ils sont là au quotidien. Et on s'aperçoit que,
après cette mobilisation autour de l'échec scolaire, ce travail sur pourquoi des élèves arrivent à 6e sans savoir lire, on passe à autre chose. On rajoute une couche. On est dans un millefeuille des problématiques. Et la couche 2, c'est la violence. L'école va se mobiliser contre la violence. Elle a toujours l'échec, mais la violence. Et puis, 3e acte, acte fatal. Coup de canif dans le contrat républicain. 89. On est en pleine célébration du bicentenaire de ces valeurs qui nous animent tous. Que se passe-t-il? L'affaire du voile de Creil. On est bien là dans le premier acte où, d'un seul coup, on va, j'allais dire, certains vont essayer de mettre en péril. Et le système n'est pas prêt. On ronronne tranquillement sur notre loi de 1905 qui est devenue quelque chose qui ne pose pas de problème. D'autant plus, mais je sais qu'on en parlera tout à l'heure, l'enseignement privé a globalement réglé le problème. Donc, on se retrouve face à un système qui doit faire face à de nouveaux enjeux. Et ces nouveaux enjeux vont progressivement passer de petits éléments à des choses avouées. Moi, je vais vous raconter un petit élément. Je suis principal dans les quartiers nord et je suis dans mon appartement de fonction au pied des tours des Flamands et c'est un mercredi après-midi. Fin d'après-midi, j'entends des coups de klaxon, comme quand l'OM a gagné. Mais en fait, ce n'est pas l'OM qui a gagné. On est un certain 11 septembre. Et à partir de ce moment-là, j'ai rien compris. Mais personne n'a rien compris. Et ceux qui ont essayé de comprendre, et je vais aller vite, et là, on ne peut pas parler de cette omerta que notre institution a posée. Et le plus bel acte d'omerta, d'un côté, on fait une loi j'allais dire, limiter les signes ostentatoires dans les établissements scolaires, la même année, et la même année où on vote cette loi, un ministre de l'Éducation enterre un rapport qui est alarmant, qui est le rapport de Jean-Pierre Aubin. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, tout bascule. Tout bascule pourquoi? Tout bascule parce que, d'un seul coup, la violence avait un peu grignoté les cours de récréation, mais tout bascule parce qu'à un moment, le religieux s'invite dans la cour de récréation. Alors, on en parlera, tout le monde en parle maintenant, c'est de bon ton de dire oui, on ne peut pas enseigner la Shoah, c'est de bon ton, peut-être qu'on nous expliquera comment on peut faire, mais c'est de bon ton aussi aujourd'hui d'oser dire que des élèves ont refusé de faire la minute de silence au moment de l'attentat de Charlie Hebdo. Mais par contre, quelques années auparavant, personne n'a osé parler du fait que des élèves aient refusé de faire la minute de silence pour le massacre des enfants devant l'école de Toulouse. Donc je crois que, pour moi, je vais essayer d'aller vite, on a une réalité. Cette réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'école est le reflet d'un communautarisme et d'une ghettoisation urbaine, sociale, économique, qui, c'est, comme le mot ghetto, reprend son sens et sur lequel le ferment religieux se développe. Allez, ce qui est très grave, c'est qu'aujourd'hui, ce ferment religieux se développe dans une double problématique. Une problématique d'identité pour les adolescents que nous avons dans nos collèges, mais aussi dans une stratégie de reconquête des familles par l'adolescent. Mais on est exactement comme ce que dénonçait Jean Zay quand il dit, oui, les deux moments où il commence par dire non, pas de prosélytisme politique, et puis dans un temps 2, il dit pas de prosélytisme religieux. Là, on n'a pas de prosélytisme politique, mais on a du prosélytisme religieux. Alors, face à tout ça, déjà, je dirais qu'il faut peut-être aller chercher dans cette vision d'une éducation nationale, cette vision d'une école qui est un facteur de développement social. Il
faut peut-être aller chercher justement des racines. Si le travail de Jean Zay a inspiré toute une partie de la deuxième moitié du XXe siècle dans les réformes scolaires, on doit aller plus loin. Et ce que je pense, c'est qu'on doit se nourrir de comment il a orchestré ce passage. Ce n'est pas lui qui l'a décidé, 32. Le ministère n'est plus de l'instruction publique, mais de l'éducation nationale. Qu'est-ce que ça veut dire? Passer d'instruire à éduquer. Comment, dans ce magnifique, j'allais dire, changement sémantique, on redonne deux choses. L'identité à la nation, c'est-à-dire quelque part, il y a bien le mot nation dans l'éducation nationale, et la transmission des valeurs devient quelque chose d'important. Et puis, et c'est ce qui m'intéresse, jeune instit, j'étais, et mon épouse est dans la salle, on a mené ces expériences-là, très tenté par cette pédagogie freinée. En 1974, on parlait ça d'éducation moderne. Ça avait quand même quelques années, hein, le temps de changement de notre système. Donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est de se dire que le combat, c'est l'élève, c'est ce citoyen de demain qu'on va fabriquer. Ce combat, il doit effectivement lutter contre ce prosélytisme, mais pas lutter de manière idiote. Lutter en mettant l'élève, en étant capable de réfléchir, en étant capable de critiquer, mais au sens noble du terme. Et le rôle de l'école, et c'est pas facile quand un prof d'histoire géo dans un IUFM ou un SP, où on a une vision de la laïcité qui a quelques accommodements raisonnables, qui font plaisir, et oui, j'ai le courage de le dire, un jeune enseignant en formation, n'est-il pas dans le doute entre le propos de son ministre, aujourd'hui, le propos du service national universel, et le propos de ce qui est l'institution nationale qui devrait dire la laïcité, qui est l'Observatoire de la laïcité. Je n'attaque personne, mais je constate. Donc, pour moi le combat aujourd'hui, c'est de dire, et je vais m'arrêter là, c'est de dire que Jean Zay nous offre quelque chose de magnifique. C'est cette capacité, alors c'est peut-être pas lui qui l'a inventé, mais c'est au moins lui qui en a été l'acteur, d'associer trois univers. L'univers de l'éducation, l'univers des beaux-arts, on dirait la culture aujourd'hui, et le sport. Et c'est bien dans cette trilogie qu'on est capable de passer dans un élève qui peut s'épanouir. Parce que dans un système où tout dans l'environnement, pour certains élèves, pas pour tous, et je pense aux filles en particulier, dans ces quartiers perdus de la République, elles sont doublement perdues. Eh bien, je dirais, l'école, ça doit être le lieu qui offre le problème de l'épanouissement de l'esprit, de l'épanouissement du corps. Et je vais conclure. Là, je reviens à mes notes, excusez-moi. Je vais conclure. Cette quête du quotidien des transmissions des valeurs humanistes et universalistes est la meilleure croisade contre les radicalités pour construire des citoyens de demain, des citoyens éclairés. Même si l'école peut beaucoup dans ce combat, elle ne gagnera pas seule. Elle ne gagnera pas seule contre l'obscurantisme. Et je crois qu'aujourd'hui, l'école ne gagnera pas seule et que nous sommes, de là où je suis, en devoir d'interroger la République pour voir comment il y a une véritable mobilisation autour de l'école, autour de la jeunesse, c'est un beau mot, la jeunesse, pour que notre combat est celui de la réussite retrouvée, pour que toute la jeunesse éduquée d'un universalisme militant.
Merci.